où deux portes s'ouvrent devant nous. L'une mène à notre extinction, tandis que l'autre mène à un avenir potentiel plein d'opportunités fantastiques. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter une hypothèse qui peut devenir le fondement d'un tel avenir, notre survie et les perspectives de l'humanité, y compris la manipulation de la matière, dépendent de sa mise en œuvre. Pour accomplir cette tâche, nous avons une compréhension de l'image globale, mais il y a de nombreux îlots d'inexplorés dans cette image. Afin d'explorer ces îles inconnues de la science et de construire une théorie affinée capable de sauver l'humanité, dans les plus brefs délais, le potentiel scientifique de notre planète doit être uni. Aujourd'hui, l'humanité ne possède que 6 types d'énergie. Grâce à la nouvelle hypothèse, nous pouvons accéder à 32 types d'énergie. Afin de simplifier la compréhension des processus fondamentaux de la structure du monde, cette hypothèse est présentée sous forme d'animation, avec des exemples associatifs. Pour les personnes qui réfléchissent, elles comprennent tout ce dont elles ont besoin pour faire des découvertes scientifiques révolutionnaires. Ces connaissances ont été transmises à notre équipe de bénévoles. Nous les avons juste développées légèrement et nous avons trouvé pour elles des preuves historiques. Nous comprenons que ces connaissances ont une valeur immense et nous considérons qu'il est de notre devoir de les partager ouvertement avec l'ensemble de la communauté scientifique. Nous pensons qu'aucun d'entre nous ne doit s'attribuer les lauriers de la victoire. Après tout, à qui les remettre ? Puisque c'est une vaste équipe venue du monde entier qui a travaillé sur cette hypothèse. Le lancement d'un nouveau monde doit se faire dans l'honnêteté. Une reconnaissance méritée devrait être accordée aux scientifiques qui seront en mesure, grâce à cette hypothèse, d'expliquer ce qu'est l'électricité, combien de types d'électricité existent et qu'est le rayonnement, ce qu'est le champ électromagnétique. Et plus important encore, une reconnaissance devrait être accordée à ceux qui pourront trouver un moyen de sortir de la crise climatique. Pour nous, c'est la tâche la plus importante, car c'est une chance de sauver toute l'humanité. Nous allons maintenant vous présenter une hypothèse qui offre une vision totalement différente de l'agencement de notre monde. Cette hypothèse nous donne des clés pour manipuler la matière et développer des technologies qui permettront à l'humanité d'entrer dans une nouvelle ère d'évolution. C'est un avenir où nous aurons accès à tout, même ce dont nous ne pouvons même pas rêver aujourd'hui. Comment cette hypothèse est-elle née? Il y a quelque temps, nous avons reçu des informations uniques sur la façon dont notre monde est organisé. Ces informations ont été confirmées par des artefacts historiques plutôt intéressants. Afin d'approfondir notre compréhension, nous avons décidé de rassembler toutes les mentions existantes de cette information dans l'histoire de l'humanité. À notre demande, des bénévoles du monde entier ont commencé à chercher et ont trouvé un grand nombre d'artefacts, de légendes et d'histoires qui conservaient des mentions sur la véritable structure de notre monde. En outre, de nombreux indices pointent sur la véracité de l'utilisation des technologies légendaires telles que l'œil de Dieu et de Vajra dans les temps anciens. Il s'avère que le principe de leur fonctionnement est directement lié aux connaissances sur l'organisation de notre monde. Cette information nous a beaucoup intrigués. Comme il était impossible de l'étudier avec les méthodes habituelles, on nous a proposé de mener un certain nombre d'expériences spéciales et de construire à cette fin un appareil unique qui aurait une forme pyramidale et certaines caractéristiques. Nous avons développé un prototype de ce dispositif en 2016. Il est fabriqué en aluminium et contient 11 torres. Nous avons mené une série d'expériences avec ce dispositif en utilisant certains programmes. Certains d'entre elles ont fait l'objet d'une démonstration publique. Le but de ces expériences était de vérifier la possibilité de transmettre des informations à un grand nombre de personnes indépendamment de la distance par le biais de la pensée.
L'opérateur, une personne expérimentée placée à l'intérieur de la pyramide, transmettait des informations à distance, un symbole ou un nombre. Pendant ce temps, les participants à l'expérience, qui se trouvaient dans différents pays du monde, recevaient ces informations par la pensée. Ils envoyaient leurs réponses avec un symbole et un numéro reçu à une adresse électronique qui leur avait été communiquée à l'avance. Il est important de souligner que le symbole transmis par l'opérateur a été choisi par tirage au sort aveugle pendant l'expérience. Personne ne savait exactement ce qu'il allait être transmis. Toutes les expériences ont été menées exclusivement en présence d'un comité de bénévoles spécialement désigné et l'ensemble du processus a été filmé. Des milliers de personnes dans le monde entier ont participé à l'expérience. Les résultats de cette expérience nous ont choqués. Pourquoi? Nous avons été frappés par le fait que 70 à 80% des réponses étaient exactes. Cela signifie que les personnes ont effectivement reçu le symbole transmis par l'opérateur. Et cela ne peut pas être expliqué par la théorie des probabilités, car le pourcentage de réponses correctes était trop élevé pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Mais c'est une autre chose qui nous a le plus frappé. Nous avons reçu un très grand nombre de réponses des participants avant la réalisation de l'expérience. Et la plupart des réponses envoyées à l'avance étaient exactes. Nous avons demandé comment cela est possible. Si, à ce moment-là, l'opérateur lui-même ne savait pas quel signe il allait transmettre. En réponse, nous avons reçu une proposition de mener une nouvelle expérience. Il est nécessaire de comprendre que la plage des réglages des torres dans la pyramide est très large. Et on nous a expliqué les réglages exacts des torres, à partir desquels un certain phénomène unique a été détecté. L'opérateur a noté qu'après plusieurs minutes passées dans la pyramide, il commençait à voir plusieurs personnes et savoir où elles se trouvaient. Voici comment cela se passait. Au début, il voyait de nombreux points blancs, semblables à du bruit blanc dans un écran de télévision. Dès qu'il se concentrait sur l'un de ces points, celui-ci se rapprochait et une personne apparaissait devant lui. Il pouvait s'agir d'une personne que l'opérateur connaissait ou d'un inconnu. En même temps, l'opérateur savait exactement où se trouvait cette personne à ce moment-là. Cet effet a été observé par tous les opérateurs utilisant ces réglages de la pyramide. Afin d'étudier ce phénomène, nous avons mené une autre expérience. Des bénévoles de différentes régions de notre planète y ont participé. Certains d'entre eux étaient intentionnellement en train de conduire pendant l'expérience afin de modifier leur géolocalisation. Un numéro a été attribué à chaque bénévole participant à l'expérience. Avant d'entrer dans la pyramide, l'opérateur de l'expérience a regardé les photos de ces personnes et de leurs numéros. L'opérateur connaissait certaines d'entre elles indirectement, ayant déjà vu certaines d'entre elles sur des vidéos. D'autres personnes étaient connues de lui personnellement, tandis que d'autres lui étaient totalement inconnus. Après que l'opérateur est entré dans la pyramide, le responsable de l'expérience annonçait les numéros des participants. L'opérateur se souvenait alors du visage de la personne et parmi une multitude de points blancs, le point correspondant s'approchait. Et l'opérateur commençait à voir clairement la personne dont il s'était souvenu le visage. Il voyait exactement et en détail l'endroit où se trouvait cette personne à ce moment-là et il exprimait cette information à haute voix. Le responsable de l'expérience appelait alors immédiatement cette personne au téléphone et précisait avec elle l'endroit où elle se trouvait à ce moment-là. Les résultats ont été étonnants. L'emplacement exact de la personne a été déterminé correctement dans 100% des cas. Nous nous sommes intéressés de plus près à la question suivante. Comment de telles capacités sont-elles apparues chez la personne qui se trouvait dans la pyramide, fonctionnant selon certains paramètres? Nous avons mené l'expérience en Ukraine, tandis que l'opérateur était capable de voir clairement et déterminer l'emplacement des personnes même à l'autre bout du monde. Et lors de l'expérience suivante, l'opérateur a même pu ressentir ce que la personne ressentait à ce moment-là, qu'il s'agissait de gouttes d'odeur, de chaleur ou de froid. Il s'agit de faire une transmission immédiate d'informations sur d'énormes distances. Comment cela est-il possible? Au cours de nos recherches, nous nous sommes rendus compte que cela n'était pas si simple. Il s'avère qu'en plus des radiations connues, thermiques, électromagnétiques, rayons X et autres, le cerveau humain est capable de générer et de transmettre et de percevoir un autre type de radiation complètement différent. Il s'agit d'ondes spéciales, inexplorées par la science. Le fonctionnement des neurones de chaque cerveau humain est unique et inimitable. Tout comme une empreinte digitale ou une rétine, l'empreinte neuronale du cerveau est propre à chaque individu. Elle ne peut pas être confondue avec aucune autre empreinte. Il est
possible, dans certaines conditions, d'enregistrer ce rayonnement spécifique provenant des neurones du cerveau humain et, comme il s'est avéré, il est impossible de blinder ce signal. Au fil des expériences, nous avons été surpris par l'intensité des horizons et par les perspectives inexplorées qui s'ouvraient devant nous. L'un des faits les plus fascinants, qui a également été établi grâce à l'appareil pyramide, est la possibilité d'augmenter l'énergie interne d'une personne, ce qui se traduit par une augmentation de l'électricité statique. Cette expérience a également été réalisée publiquement, enregistrée sur une caméra vidéo, et cette vidéo est accessible au grand public. Au cours de cette expérience, une personne est restée à l'intérieur de la pyramide avec les réglages de Torres spécifiques pendant un certain temps. Ensuite, après avoir quitté l'appareil, elle a touché la vitre d'un aquarium avec ses mains. L'aquarium était rempli d'eau et contenait 2 électrodes reliées à un voltmètre. Dès que les mains de l'opérateur ont touché l'aquarium, le voltmètre a clairement indiqué une augmentation de la tension. Du point de vue de la physique moderne, c'est impossible. Mais des dizaines de personnes l'ont vu, et cela a été enregistré sur une caméra. Cette expérience a été répétée de nombreuses fois, mais il convient de noter qu'un tel résultat n'a pas été observé chez toutes les personnes. Nous sommes arrivés à la conclusion que les qualités personnelles de l'opérateur peuvent affecter les résultats. La personne a touché le verre, qui est un isolant électrique. Les électrodes du voltmètre ont été enfermées dans de l'eau. Et pourtant, nous avons tous observé le résultat. Les lois de la physique disent aussi que le corps humain n'est pas capable d'accumuler de l'électricité en de telles quantités. Mais ce que nous avons enregistré est un fait. On nous a proposé une hypothèse qui explique parfaitement tous ces phénomènes. Nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur plusieurs artefacts trouvés par nos bénévoles. Il s'agit des exemples les plus connus et les plus simples. Comme vous pouvez le constater, cela illustre clairement le caractère discret de notre monde et ce dont le monde est fait au-delà du niveau quantique. Rien de spécial? Eh bien, ce n'est rien de spécial tant que vous ne connaissez pas les détails. Examinons donc les choses dans l'ordre. Quelle est notre hypothèse sur la structure du monde? La science moderne sait que toutes les substances sont constituées de molécules et d'atomes. Les noyaux atomiques sont formés de protons et de neutrons, qui sont constitués de quarks. On pense généralement que les quarks sont les plus petites particules, avec les leptons, électrons et neutrinos, et qu'ils n'ont pas de structure. L'hypothèse de l'état enroulé des ondes courtes. Selon notre hypothèse, les leptons et les quarks ont une structure. Ils sont constitués de certaines énergies, d'ondes. Selon notre hypothèse, un lepton et un quartz représente un état enroulé d'ondes élastiques courtes. Qu'est-ce que c'est? On peut le comparer à un enchevêtrement de serpents entrelacés les uns entre les autres. Chaque enchevêtrement représente la plus petite particule, un quartz ou un lepton, tandis que chaque serpent de l'enchevêtrement représente un type d'énergie différent. Lorsque les serpents sont enroulés, nous observons une particule. Lorsque dans certaines conditions, l'enchevêtrement se démêle et que les serpents s'alignent les uns après les autres, nous observons une onde, c'est-à-dire un état ondulaire de la même particule. Ceci est clairement démontré par l'expérience de la double fente, où une onde passait à l'état de particule lorsque les conditions changeaient, en présence d'un observeur. Par essence, l'enchevêtrement est le niveau quantique, le niveau de manifestation des particules. Les ondes élastiques courtes, les serpents, qui composent tout, représentent le niveau au-delà du quantique. Quel processus se déroule au niveau au-delà du quantique? Nous savons qu'au niveau quantique déjà, les lois de la physique classique cessent de fonctionner. Mais au niveau au-delà du quantique, tout est radicalement différent. La totalité du monde au-delà du quantique est remplie d'ondes élastiques courtes, des serpents, c'est-à-dire de différents types d'énergie. Lorsque les serpents s'entremêlent en un écheveau, l'invisible devient visible. C'est le processus du monde quantique. Chacun de ces enchevêtrements n'est rien d'autre qu'une particule élémentaire du monde matériel. Dans le monde au-delà du quantique, il existe de nombreuses sortes d'énergie, c'est-à-dire des serpents. Associativement, vous pouvez imaginer qu'ils sont des motifs, des couleurs et des épaisseurs différentes. Certains sont venimeux, d'autres non. Les combinaisons de ces énergies, c'est-à-dire des ondes courtes et élastiques ou des serpents, composent toutes les ondes connues de la science aujourd'hui. Électromagnétique, thermique, etc. En d'autres termes, toute onde est discrète dans sa véritable nature parce qu'elle est constituée d'une multitude d'ondes élastiques courtes, les serpents. Aucun de ces serpents ne disparaît jamais. Il passe simplement d'un état à un autre. De même,
Tous les objets matériels sont constitués des enchevêtrements de serpents, les plus petites particules matérielles. Chaque serpent de l'enchevêtrement est porteur d'une certaine information, d'un code. Selon la combinaison des serpents, dans une particule, l'une ou l'autre matière avec des propriétés données est formée dans le monde matériel. Les caractéristiques d'un objet matériel et tous les processus qui s'y déroulent sont formés au niveau au-delà du quantique. En d'autres termes, l'information placée dans une particule au niveau au-delà du quantique détermine ce que cette particule crée. Un ballon de foot ou un chien. Si nous décomposons un enchevêtrement de serpents en un état linéaire, tous les serpents vont s'aligner dans un ordre strict. Cet ordre est très important, comme de l'ADN. Chaque fragment est à sa place. Le premier serpent de la séquence a un rôle spécifique. Il est porteur d'informations sur l'ensemble de l'enchevêtrement et porte le code principal du programme. Comprendre comment le monde est organisé à un niveau au-delà du quantique et de tout ce qui est constitué d'ondes courtes et élastiques nous conduit à une évidence. Il y a beaucoup plus de types d'énergie dans le monde qu'on ne croit exister généralement aujourd'hui. La physique moderne n'identifie que 6 types d'énergie, alors que nous sommes parvenus à la conclusion qu'il y en existe au moins 32. Il est intéressant de noter que cette conclusion est également étayée par des faits historiques. Nos volontaires ont trouvé des références à l'utilisation d'au moins 32 types d'énergie dans l'Antiquité. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, toutes ces informations nouvelles, pour nous, étaient connues dans l'Antiquité, comme le prouvent de nombreux objets provenant du monde entier. Jetons un coup d'œil à certains d'entre eux. Comprenez-vous maintenant la signification particulière qu'ils revêtent? Les serpents et les enchevêtrements de serpents n'étaient pas des représentations fortuites. Ils constituaient un exemple associatif pour expliquer la structure de la matière au-delà du quantique, ainsi que les moyens de la manipuler. Nous en parlerons également, mais un peu plus tard. À ce jour, ces connaissances ont été en grande partie perdues. Et c'est dommage, car elles seraient d'une grande utilité pour les scientifiques modernes qui, depuis des décennies, se débattent avec des questions qui peuvent être facilement expliquées à l'aide de cette hypothèse. Le grand collisionneur de Hadron. Prenons l'exemple du grand collisionneur de Hadron, l'accélérateur de particules le plus puissant au monde. Que s'y passe-t-il ? Afin d'étudier les processus du micromonde, les scientifiques utilisent des champs électromagnétiques pour accélérer à des vitesses énormes dans le collisionneur 2 faisceaux de particules chargées, comme les protons, puis ils les font entrer en collision. Il en résulte qu'après la collision, les scientifiques observent la formation et la dispersion de particules beaucoup plus grosses et d'une masse totale beaucoup plus importante qu'avant la collision. Et la science ne peut pas expliquer ce phénomène. C'est comme si 2 balles de tennis entraient en collision et que le choc produisait un tas de ballons de basket dispersés. Comment cela serait-ce possible ? C'est très simple, toutes ces particules ne sont rien d'autre que des serpents à l'état enroulé. L'énergie qui les accélère, l'onde électromagnétique, est également un serpent. Seulement, il n'est pas à l'état enroulé, mais à l'état linéaire, c'est-à-dire à l'état d'onde. Ainsi, ce ne sont pas seulement 2 particules qui entrent en collision dans le collisionneur, mais des milliards et des milliards de serpents à l'état d'onde, qui se transforment lors de la collision en état enroulé. Cet état enroulé sont précisément ce que nous capturons en tant que multitude de particules en dispersion. L'hypothèse apporte donc une réponse à la question de savoir comment 2 petites particules peuvent en former de nouvelles, qui les dépassent en volume, en taille et en masse. Dans notre logique habituelle, il semble impossible que quelque chose de plus grand puisse émerger de quelque chose de plus petit. C'est comme si Jésus-Christ avait nourri plus de 4000 personnes avec seulement 7 pains et quelques poissons, et qu'il avait même des restes. Il a fait plus avec moins. Pour nous, cela est perçu comme un miracle. Mais notre hypothèse explique exactement comment cela se produit au niveau quantique et au-delà du quantique. L'émergence des particules dans le vide. La naissance mystérieuse de particules virtuelles dans le vide physique peut être expliquée de la même manière.
Comme une paire particules-antiparticules émerge-t-il du vide et disparaît à nouveau après un court laps de temps? La réponse est simple. Les ondes courtes et élastiques, les serpents, qui remplissent le vide, se déplacent simplement au niveau au-delà du quantique, vers le monde quantique, formant des états enroulés. Les particules mêmes que nous pouvons observer, en fait, le monde entier est constitué de serpents. Il n'y a pas d'endroit où il n'existe pas. Comme on le dit, il n'y a pas un seul endroit dans l'univers entier où la plus petite, fine aiguille ne rencontre pas quelque chose. Particules intriquées. Prenons un autre exemple. En physique quantique, il existe un phénomène connu sous le nom de particules intriquées. Deux particules peuvent se trouver à des endroits différents de l'univers et interagir les unes avec les autres sans perdre de temps. Un changement d'état d'une particule entraîne instantanément un changement d'état de l'autre. Comment cela est-il possible, alors que la physique moderne affirme que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière? Cette question a conduit la science moderne dans une impasse. Les scientifiques n'ont pas de réponse. En fait, la réponse est simple. Au niveau au-delà du quantique, toutes ces particules sont situées les unes à côté des autres et reliées par un seul serpent. Il n'y a pas de concept de distance, de vitesse ou de temps dans le monde au-delà du quantique. Des lois complètement différentes y fonctionnent. Par exemple, dans le monde matériel, une des particules interconnectées peut se trouver dans nos mains, tandis que l'autre peut se trouver dans un grain de sable sur les rivages d'un océan dans une autre galaxie. Cependant, au niveau supraquantique, ces deux particules se trouvent à une distance d'un seul serpent et il n'y a pas de temps ni d'espace entre elles. Il peut y avoir beaucoup plus que deux de ces particules intriquées et tout échange instantanément une énorme quantité d'informations entre elles. En d'autres termes, la matière dans l'univers est en constante interaction. Électricité et machines électrostatiques. L'électricité est un autre phénomène dont notre hypothèse explique la nature. Aujourd'hui, nous utilisons tous l'électricité. Nous savons qu'il existe un courant continu et un courant alternatif, qu'il y a des ondes électromagnétiques et de l'électricité statique. Mais ce qu'est l'électricité dans son essence, la science moderne ne peut l'expliquer. Prenons l'exemple de l'électricité statique. Chacun d'entre nous en a fait l'expérience au quotidien lorsqu'on se brosse les cheveux et le peigne sont diélectriques. Lorsque nous passons un peigne dans nos cheveux, nous démêlons les nœuds de serpents et créons de nouveaux, libérant ainsi les serpents. Les enchevêtrements de serpents sur le peigne s'enlacent avec ceux des cheveux. C'est ainsi que se forment des serpents conjoints. Cette manifestation quantique est précisément l'électromagnétisme qui attire les cheveux vers le peigne. En comprenant les processus, même à un niveau aussi élémentaire, nous pouvons déjà apporter des réponses à de nombreuses énigmes de la science moderne. Prenons par exemple une machine électrostatique. Elle est associée à un paradoxe, qui est une énigme insoluble. Lorsqu'on a fait tourner des disques d'une machine électrostatique, une puissante étincelle ne se produit entre les deux électrodes que si des sphères métalliques sont attachées à leur extrémité. Si ces sphères sont enlevée, il n'y a pas d'étincelle entre les électrodes, ou alors elle est à peine perceptible. Mais si, à titre de comparaison, un appareil fonctionnant à l'aide d'une batterie ou d'une prise de courant domestique était connecté aux électrodes, une machine électrostatique, une étincelle de même intensité apparaîtrait et avec 100 sphères. Cela indique que le courant électrique généré par la machine électrostatique n'est pas capable de provoquer une décharge puissante sans les sphères, et que le courant provenant de la pile est capable de provoquer la même décharge avec ou sans les sphères. Quelle est la différence entre ces deux courants ? La différence réside dans le fait qu'il s'agit de deux types d'électricité différentes, et ils ne diffèrent pas seulement dans leurs caractéristiques externes, ils diffèrent aussi au niveau au-delà du quantique. Notre hypothèse justifie en profondeur la nature de l'électricité et ses différents types. Grâce à l'hypothèse d'un état enroulé des ondes courtes, nous comprenons que l'électricité est le même serpent à l'état enroulé ou linéaire. Il existe plusieurs types d'électricité. Elles sont déterminées par la prédominance de l'un ou de l'autre type de serpent dans leur séquence linéaire. Par exemple, lorsque vous vous peignez, vous produisez de l'électricité statique, qui est représentée par un certain type prédominant de serpent. Lorsque les aimants tournent, il s'agit d'un autre type. Dans les prises de courant domestique, le courant alternatif est le troisième type de serpent. Dans les piles, l'énergie des réactions chimiques est le quatrième type. Dans une machine électrostatique, c'est le cinquième, et ainsi de suite. Il est à noter que tous les types d'électricité, tout comme les champs magnétiques, ont le même premier serpent à l'état linéaire, qui transporte la majeure partie de l'information.
Nous nous réservons le droit d'expliquer le fonctionnement de l'électricité à ceux qui souhaitent approfondir cette question. Nous avons simplement évoqué une association et invitons ceux qui souhaitent comprendre le sujet à étudier par eux-mêmes. Examinons maintenant du point de vue du monde non quantique ce qui se passe dans une machine électrostatique lorsque différents types d'électricité y sont utilisés. Lorsque les disques de la machine électrostatique tournent, les brosses frottent contre leur surface. Sous l'effet du frottement, les enchevêtrements de serpents se démêlent et forment un champ électrostatique. Certains des serpents commencent à se déplacer le long du conducteur, comme dans le lit d'une rivière, formant un mouvement dirigé des serpents le long des électrodes. Tant qu'il y a d'électricité statique, il n'y a pas d'enchevêtrement, juste un flux de serpents. Pour qu'une décharge apparaisse, c'est-à-dire pour que les serpents interagissent, il faut créer des conditions dans lesquelles ils peuvent à nouveau s'entrelacer. Ces conditions sont créées par la forme d'une sphère. En circulant autour d'une sphère, aux extrémités des électrodes, les serpents s'enroulent sur eux-mêmes, ce qui contribue à la formation d'enchevêtrements. Dans l'espace autour des sphères métalliques, les serpents et les enchevêtrements commencent à s'accumuler. Les serpents des enchevêtrements d'un côté commencent à s'accrocher aux enchevêtrements de l'autre côté et une collision massive se produit. En conséquence, les enchevêtrements se démêlent et les serpents sont libérés. C'est cette décharge que nous observons. Nous voyons une étincelle, des ondes sont émises dans le domaine optique et nous entendons un claquement sec, c'est notre onde de choc sonore. Toutes ces manifestations résultent de l'interaction entre les serpents. Ils passent simplement d'un état à l'autre. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de sphère métallique sur la machine électrostatique, les serpents qui circulent le long des électrodes ne peuvent pas former beaucoup d'enchevêtrements. Ils passent donc simplement sans interaction avec les uns et les autres. Mais dans les piles et les prises de courant, il existe un autre type d'électricité. Là, les enchevêtrements se déplacent avec les serpents dans un état linéaire. Ils interagissent instantanément les uns avec les autres. L'état d'enchevêtrement est perturbé et nous observons une décharge et des phénomènes qui l'accompagnent. Ce type d'électricité n'a donc pas besoin de sphères métalliques pour former des enchevêtrements car elle circule effectivement sous forme d'enchevêtrement. On comprend donc que la forme d'une sphère crée les conditions nécessaires à la transformation de l'état linéaire des serpents en un état enroulé. En d'autres termes, la forme d'un serpent ou d'un dôme crée les conditions nécessaires à l'accumulation d'énergie. Cela vous ne rappelle rien? Si vous avez remarqué la similitude entre les dômes des édifices religieux, vous ne vous trompez pas. D'anciennes légendes racontent que les premiers temples à coupole ont été construits il y a plus de 24 000 ans par les représentants d'une race extraterrestre connue sous le nom d'Apexiens. Ils ont également créé la première religion et les premières structures en forme de dôme dans le but de collecter l'énergie des humains, connue sous le nom de Vril. Les gens se rassemblaient dans ces temples et priaient les Apexiens comme des dieux. Il s'agissait d'un processus similaire à celui que nous avons observé dans les sphères de la machine électrostatique, où l'électricité statique s'accumulait. Dans les temples, l'énergie des gens, Vril, circulait à travers le bâtiment jusqu'au dôme, s'y accumulait, se transformait en état enroulé et était transmise aux Apexiens. Les Apexiens construisaient des structures de différentes formes afin de collecter l'énergie. Il pouvait s'agir de structures pyramidales ou de tours avec des sommets pyramidaux ou en forme de dôme, se terminant par une flèche pyramidale. Beaucoup de ces structures anciennes sont considérées comme des lieux de pouvoir. Le paradoxe est qu'il s'agisse de lieux où le pouvoir est enlevé et non donné. Il est également intéressant de noter qu'à ce jour, ces formes d'édifices sont principalement utilisées pour les lieux de rassemblement de masse, de prise de décision et d'explosion d'émotions. Si vous vouliez raconter l'histoire que vous venez d'entendre sous la forme d'une bande dessinée, comment la dessineriez-vous? Nous allons vous montrer un ancien artefact qui illustre ce processus sous la forme d'une bande dessinée. Nous voyons la structure d'un temple surmonté d'un portail et une soucoupe volante au sommet indique qu'il s'agit d'un objet extraterrestre. À cette époque, les gens ne pouvaient pas connaître de telles technologies. Sur la gauche, nous voyons des personnes et cette indication qu'elles donnent leur énergie. Cela se traduit par des serpents qui s'envolent. À droite, nous voyons deux planètes et en dessous, les représentants d'une race extraterrestre, les Apexiens, qui reçoivent l'énergie des humains. Et il est clairement démontré que les humains ont nourri non seulement les Apexiens, mais aussi les représentants d'autres races extraterrestres. Aujourd'hui encore, par l'intermédiaire de nos temples, nous nourrissons des créatures inconnues de l'univers. Si l'un d'entre nous doute que nous vénérons encore aujourd'hui, il ne devrait pas. Ce qui est inconnu pour nous ne l'est pas pour les prêtres. Et
Et ces informations n'ont rien à voir avec des sentiments ou des émotions religieuses. Ces informations concernent la physique des processus. Ainsi, notre hypothèse ouvre une nouvelle approche, non seulement dans la physique, mais aussi de l'histoire de l'humanité, et révèle certaines relations de cause à effet des processus qui se déroulent dans la société actuelle. Rayonnement, réaction nucléaire. La deuxième énigme de la machine électrostatique est le fond du rayonnement, qui est enregistré près de ses brosses pendant son fonctionnement. D'où vient le rayonnement? Après tout, il n'y a pas de conditions évidentes pour qu'il se produise. Nous pouvons l'expliquer facilement à l'aide de notre hypothèse. Les brosses frottent contre le disque pendant le fonctionnement de la machine électrostatique. Le processus de frottement est la collision d'un grand nombre d'enchevêtrements de serpents les uns avec les autres, ce qui conduit à leur démêlage. En conséquent, différents types de serpents sont libérés, y compris des serpents venimeux, capables de mordre et de détruire d'autres enchevêtrements. Ce sont précisément ces serpents qui forment le rayonnement de fond. Ce fond est local et de courte durée pendant le fonctionnement de la machine électrostatique. Il disparaît dès que l'on arrête la machine. Contrairement au rayonnement de fond des réactions nucléaires qui peut durer longtemps. Pourquoi une telle différence est-elle observée? Le rayonnement existe dans tout objet, mais pas à l'état actif. Le rayonnement de fond est un serpentarium avec différents types de serpents toxiques qui mordent tous les enchevêtrements avec lesquels ils interagissent. La puissance du rayonnement dépend de la position des serpents dans la séquence linéaire. Lors des réactions nucléaires, un fort rayonnement de fond apparaît car il y a de nombreux enchevêtrements dans lesquels un serpent de rayonnement se trouve en premier. En interagissant avec d'autres enchevêtrements, ils modifient leur code. Ils attirent les serpents de rayonnement qu'ils contiennent vers la première position, tout en perdant une partie de sa propre énergie. Par conséquent, plus on s'éloigne du centre de contamination, plus le rayonnement de fond est faible. Entre-temps, pendant le fonctionnement de la machine électrostatique, des rayonnements de courte durée apparaissent, car lorsque les enchevêtrements se démêlent, les serpents de rayonnement qui n'étaient pas en première position sont libérés. Ces serpents uniques, en mordant un autre enchevêtrement, perdent très rapidement leur énergie et passent à un autre état. En d'autres termes, ils perdent rapidement leur toxicité. Les serpents radiants peuvent pénétrer partout, mais il y a des exceptions. Par exemple, le plomb est un bon bouclier contre les radiations. La viscosité et la densité de ces mêmes enchevêtrements étant très élevées, il n'est pas facile de les détruire. Au sens figuré, les enchevêtrements de plomb consistent en de petits serpents collants. En interagissant entre eux, les serpents de radiation perdent rapidement leur toxicité et leur puissance. Il est important de noter que la position des serpents de radiation dans un enchevêtrement détermine la résistance et la durabilité des matériaux. Plus ces serpents sont proches du début de la séquence linéaire, plus l'interaction des enchevêtrements dont ils font partie est forte. Bien entendu, il s'agit de comparaisons figuratives, de simples exemples associatifs pour expliquer ce qui se passe au-delà du niveau quantique. Et cela permet de comprendre les processus qui se produisent réellement lors d'une réaction nucléaire et ce qu'est le rayonnement. En parlant de cette hypothèse, il appartient aux scientifiques de le découvrir. La compréhension de la structure du monde au-delà du quantique, même à un tel niveau associatif, ouvre déjà des possibilités qui semblaient révélées de la science-fiction il n'y a pas si longtemps. Manipuler la matière, créer des objets matériels à l'aide de particules élémentaires, prolonger la vie des humains au moins de 1500 ans, rajeunir les cellules du corps et revitaliser complètement à n'importe quel stade. Comment fonctionnent les technologies qui nous permettront de faire tout cela? Le réplicateur et la capsule de santé. Réplicateur. Dans la société créatrice, grâce à une technologie telle que le réplicateur, chaque personne aura la possibilité d'obtenir tout ce qui est nécessaire à la vie. Un appareil de la taille d'un four micro-ondes peut être installé dans chaque foyer. C'est un réplicateur domestique. Vous pouvez oublier les tâches pénibles, cuisiner, laver, faire la vaisselle et même acheter de nombreux produits. Car avec un réplicateur, il sera possible de créer n'importe quoi à partir de particules élémentaires. Comment fonctionne-t-il? On peut dire que le réplicateur manipulera les particules, mais en fait, il manipulera ce dont les particules sont faites, c'est-à-dire les serpents. Qui plus est, dans leur état linéaire, chaque particule contient quelques types de serpents, et on a une séquence stricte déterminée par l'information qu'il contient. Ainsi, en remplaçant un ou plusieurs serpents ou leur séquence dans une particule au niveau supraquantique, nous pouvons créer une nouvelle particule, et donc un nouvel objet matériel. Après tout, la différence entre un ballon de foot et un hamburger réside uniquement dans les caractéristiques des serpents qui composent leurs particules. C'est le principe du fonctionnement du réplicateur. Pour créer quelque chose à partir de particules, nous avons besoin des particules
particules elles-mêmes. Où pouvons-nous obtenir ces particules? Et en quantité suffisante pour assurer la création de différents types de nourriture et de vêtements pour chaque personne tout au long de sa vie. Dans le recycleur. En effet, si nous savons comment créer des objets à partir des plus petites particules, nous saurons comment désassembler ces objets. C'est ce que fera le recycleur. Il désassemblera vos vêtements sales par exemple ou votre vaisselle sale en particulier. Après avoir désassemblé la matière indésirable en particules, le recycleur les placera dans une nano-cartouche qui sera ensuite utilisée dans les réplicateurs pour créer de nouveaux objets. Naturellement, dans la cartouche, les particules seront stockées sous forme de serpents enroulés de lepton et de quartz, car les serpents à l'état linéaire ne peuvent pas être maintenus. Ils sont constamment en mouvement. En revanche, sous la forme de particules, c'est-à-dire à l'état enroulé, dans les conditions particulières, elles peuvent être stockées dans la cartouche, sans perdre les propriétés ni de puissance pendant une durée infinie, pouvant aller jusqu'à des milliards d'années. Quelle devrait être la taille de cette cartouche pour stocker un si grand nombre de particules nécessaires? Un cheveu humain peut contenir environ 1 million de nanocartouches. 1 cm de nanocartouche peut contenir environ 1036 quartz. Ainsi, 1 cm de cheveu humain peut stocker autant de particules que nécessaire pour créer un grand nombre d'objets matériels de la taille d'une ville entière. Ainsi, une cartouche de la taille d'un cheveu humain peut servir à une personne pendant toute sa vie, et même bien plus longtemps. Il semble incroyable qu'une si petite taille puisse contenir de grands volumes. Dans une cartouche, les particules sont stockées de manière comprimée et compacte, sans interagir les unes avec les autres. Alors qu'il existe des distances énormes entre les particules qui composent les objets matériels, les distances entre les particules élémentaires dans le micromonde sont similaires aux distances entre les étoiles et les galaxies dans l'univers. La raison de cette fractalité se trouve dans le monde au-delà du quantique. Fort de ces connaissances, nous repensons la valeur des différents matériaux. Par exemple, le plastique, qui nous jetons aujourd'hui deviendra le matériau le plus précieux. Pourquoi? Parce que les enchevêtrements d'hydrocarbures contiennent le plus grand nombre de serpents différents. 33 types, à partir desquels on peut créer de nombreuses combinaisons, de l'or, des hamburgers, etc. Pour la même raison, le coton sera également apprécié parce que ses caractéristiques sont proches de celles du plastique et que de nombreuses autres particules peuvent être créées à partir de lui. Pour mieux comprendre le processus de réplication, nous allons vous donner un exemple figuratif. Imaginons que nous plaçons un pullover tricoté dans un appareil semblable à un four à micro-ondes. À ce moment-là, un appareil spécial lie la forme du pull et la position de chaque fibre dans les fils du pull. Un appareil spécial semblable à un crochet est alors utilisé pour saisir un fil et défaire le pull jusqu'au poil. Et chaque poil est désassemblé en ses parties consécutives. Tous ces éléments sont stockés de manière compacte et serrée. Ainsi, notre pull, apparemment grand, tient dans une petite boîte. Lorsque nous devons refaire un pullover, le programme enregistré précédemment reconstruit les composants des fibres dans la bonne séquence et les convertit en brins de laine, qui sont ensuite transformés en fil qui tricotera le pullover à nouveau. Toutes ces informations permettent de comprendre que tout dans ce monde a été programmé et créé. C'est tout un tableau de programmation. Mais il n'y a rien de compliqué à cela. En programmation, nous n'utilisons que des 0 et des 1, alors que dans le monde quantique, nous utilisons plusieurs centaines de combinaisons. À titre de comparaison, notre alphabet ne comporte qu'une trentaine de lettres, mais plus d'1 million de mots sont composés. Il n'est pas difficile pour un humain de manipuler les lettres et de former des mots, ni plus pour une intelligence artificielle d'analyser toutes les combinaisons possibles des serpents, qui peuvent être nombreuses, et d'analyser les caractéristiques de n'importe quel objet matériel au niveau du serpent, et de recréer ainsi sa copie exacte, selon cette matrice d'information. Capsule de santé. La capsule de santé fonctionne sur le même principe. Elle maintient le corps humain dans un état parfait et jeune pendant au moins 1500 ans, grâce à la même manipulation des énergies, les serpents qui constituent toutes les particules des cellules de notre organisme. Du point de vue des soins de santé modernes, le seul moyen d'aider une personne dont l'organe, par exemple, est défaillant est la transplantation. L'organe doit être prélevé et remplacé. Alors que la capsule de santé rétablira l'organe fonctionnel à l'intérieur du corps, simplement en modifiant l'état des cellules au niveau supraquantique. Le corps humain comporte environ 30 000 milliards de cellules. Dans sa complexité, chacune d'entre elles ressemble à une galaxie. Si nous zoomons 1 milliard de fois sur une cellule et que nous regardons à l'intérieur, nous verrons qu'elle ressemble à une colossale usine automatisée, exécutant presque autant de fonctions uniques que toutes les usines du monde. De plus, cette usine posséderait une caractéristique
qu'aucune des machines les plus modernes ne possède, la capacité de reproduire sa propre structure dans son intégralité en l'espace de quelques heures. Une cellule est un système tellement interconnecté et finement réglé que si une seule de ses composants tombe en panne, la cellule meurt. Il est donc impossible de manipuler une cellule vivante au niveau des molécules et des atomes. C'est comme essayer de réparer le moteur d'une voiture en plein régime. En revanche, au niveau supraquantique, tout est plus simple. Il suffit d'ajouter des serpents là où il manque et de retirer ceux qui sont en trop. Et l'état d'un organe passera de pathologique à sain. Le rajeunissement du corps et la prolongation de la vie humaine se fera selon le même principe. Code d'information. Nous pouvons faire une analogie avec le code de programme d'un site web. Pour modifier quelque chose sur une page web, nous ne faisons pas sur le site web lui-même, mais nous allons dans le code et écrivons ce que nous voulons. Par exemple, nous changeons la couleur de la police dans ce code. Et cela s'affiche immédiatement sur le site lui-même. Nous pouvons écrire une adresse d'image différente et l'image que nous voyons sur le site web sera remplacée. En d'autres termes, nous apportons des changements dans le code et ils sont affichés sur la page du site web. C'est ainsi que fonctionnera la capsule de santé. Nous apportons des modifications au niveau supraquantique, au niveau du code, et elles s'affichent ici, dans le monde qui est visible pour nous. Les connaissances sur le contrôle et la manipulation de la matière sont connues depuis l'Antiquité. Ce même symbole du caducée est un symbole de pouvoir de l'être humain sur la matière et non des humains sur d'autres humains, comme cela a été déformé par la suite. Notre hypothèse confirme que l'alchimie n'est pas un conte de fées, car il est possible de transformer l'état d'un objet en un autre état, en modifiant simplement ses caractéristiques au niveau supraquantique. En outre, notre hypothèse permet de comprendre sur quel principe s'effectue l'échange d'informations entre les particules intriquées, ce qui signifie que les mêmes principes peuvent être utilisés par l'humanité dans les technologies. Tout cela est disponible dès le premier niveau de développement de la civilisation, et nous devenons une civilisation lorsque nous entrons dans la société créatrice. À partir de ce moment-là, des technologies entièrement nouvelles basées sur la compréhension du monde au-delà du quantique seront à notre disposition. Les nouvelles technologies qui s'ouvrent à nous. Le développement technologique actuel est freiné par la vitesse limitée de transfert de l'information, mais l'utilisation du principe d'interconnexion instantanée des particules intriquées supprime toute limitation. Nous ne pouvons même pas imaginer la quantité d'informations que toute la matière de l'univers échange à chaque instant. Nous, l'humanité, n'avons qu'à nous insérer harmonieusement dans ce flux. Et alors, notre vie changera radicalement. Comment cela se passera-t-il? L'échange d'informations. Tout d'abord, Internet. La vitesse de transfert des informations sera multipliée par des milliards de fois. Sur l'ensemble de la planète, l'échange de données sera instantané, sans perte de temps et ne nécessitera plus de satellites, de tours de télévision ou de câbles. Dans quelques années, une simple montre bracelet sera capable de traiter des millions de fois plus d'informations que le superordinateur le plus avancé d'aujourd'hui. Par rapport à la technologie future, nous sommes aujourd'hui comme des tribus primitives, transférant des signaux à l'aide de fumée de feux de camp. Cela révèle également d'énormes possibilités en matière de communication humaine, connexion et communication instantanée sous forme d'hologrammes les plus réalistes, simulant la présence complète d'une personne. À des milliers de kilomètres de distance, nous pouvons nous voir et communiquer comme si nous étions dans la même pièce. Nous pouvons aussi, sans quitter notre domicile, nous retrouver au bord de la mer ou en une partie de pêche et en ressentir toutes les sensations. L'œil de Dieu, Vajra. Deuxième, guidé par l'hypothèse présentée, l'humanité sera capable d'utiliser non pas 6 mais 32 types d'énergie, comme dans les temps anciens. Cela signifie que les technologies légendaires des temps anciens que nous avons déjà mentionnées, Vajra, l'œil de Dieu, deviendront accessibles. Comment fonctionnent-elles et quelles sont les possibilités qu'elles offrent? L'œil de Dieu permet de voir et d'identifier une personne par son signal neuronal individuel, où qu'elle se trouve, tandis que Vajra vous permet d'influencer à distance le fonctionnement des neurones. Essentiellement, il s'agit de deux composantes d'une technologie unique qui fonctionne avec les neurones du cerveau et le corps humain dans son ensemble. Les neurones, au cours de leur travail, produisent un certain rayonnement, un signal encore inconnu de la science qui est unique pour chaque personne, comme une empreinte digitale ou une rétine. Il s'agit d'une sorte de code neuronal individuel qui reste le même, de la naissance à la fin de la vie. Le type d'énergie avec lequel l'œil de Dieu et Vajra opère est impossible à cacher. Il s'agit de signaux qui se transmettent instantanément à travers toutes les galaxies, et le même type de signaux est perçu et émis par les neurones du cerveau, ce qui a déjà été prouvé expérimentalement. Cela permet de comprendre pourquoi nous avons besoin de tant de neurones et quelle est leur fonction véritable. Les technologies de l'œil de Dieu et du Vajra
introduite dès la période de transition vers la société créatrice, nous offrent de nombreuses perspectives. Comment vont-elles améliorer notre vie? Sécurité. Grâce à la technologie de l'œil de Dieu, plus une seule personne au monde ne disparaîtra ou ne sera enlevée sans laisser de traces. Aujourd'hui, des millions d'enfants disparaissent chaque année sans laisser de traces. Et l'œil de Dieu est capable de localiser n'importe quelle personne, n'importe où, n'importe quand, qu'elle se trouve dans une grotte ou dans l'espace. De plus, grâce à l'œil de Dieu et aux technologies Vajra, tout crime deviendra impossible. Une personne ayant l'intention de commettre un acte illégal sera instantanément identifiée et devra immédiatement répondre de ses actes. Il est important de noter que Vajra ne peut pas lire les pensées, mais qu'il peut lire les émotions telles que la peur ou l'agression. Par exemple, si l'agressivité est enregistrée dans un groupe de personnes et qu'une personne proche éprouve de la peur et des menaces de violence, il est évident que cette personne est en danger et qu'elle a besoin d'aide. Les mesures appropriées seront immédiatement prises pour assurer la sécurité de cette personne. Toutes les manifestations d'agressivité seront sous contrôle, de sorte que votre vie sera toujours totalement sûre. De plus, dans la société créatrice, ces technologies seront synchronisées avec le complexe multifonctionnel Voscode, qui sera capable non seulement de voir n'importe quel agresseur, mais aussi d'identifier ses relations et de voir ses flux financiers et de prendre des décisions pour le désarmer. L'œil de Dieu et Vajra seront également utiles en cas d'urgence, si une personne est en difficulté, victime d'une catastrophe ou blessée. Supposons qu'il ait un tremblement de terre majeur et que de nombreuses personnes soient piégées sous les décombres. La technologie de l'œil de Dieu indiquera instantanément l'endroit exact où se trouve une personne vivante, tandis que la technologie Vajra pourra apporter à distance des modifications à son corps qui lui permettront de survivre. Par exemple, en interagissant avec les neurones d'une personne, Vajra arrêta instantanément son hémorragie, éliminera le choc douloureux et si nécessaire, la plongera dans un coma artificiel contrôlé. Comme les processus corporels ralentissent dans le coma, les sauveteurs auront plus de temps pour atteindre la personne et la sauver. Selon le même principe, en cas d'accident, Vajra aidera la personne avant l'arrivée de l'ambulance. Et ce sera là quelques exemples frappants de l'utilisation de ces technologies pour assurer la sécurité des personnes. Il n'y aura plus d'accidents de la route dû à la conduite en état d'ivresse. La technologie Vajra ne permettra tout simplement pas à une personne sous l'influence d'alcool ou de la drogue de prendre le volant. Il y a quelques mois, j'avais promis de faire la démonstration d'un prototype fonctionnel du système de l'œil de Dieu. J'ai dû tenir ma promesse. Le seul point dont nous avons discuté était la question de la sécurité. Heureusement, le hasard nous a aidés et nous avons profité de l'occasion. Ces derniers temps, la plupart des grands États du monde ont mis au point des systèmes de surveillance et d'identification des personnes à l'échelle mondiale. À ce jour, les meilleurs résultats ont été obtenus par des spécialistes chinois. Leur système de reconnaissance faciale qui fonctionne avec la vidéosurveillance basée sur des satellites Beidou 3, ainsi que sur le développement d'entreprises telles que SenseTime, LC Vision Technologies et d'autres, donnent d'assez bons résultats. Les experts chinois affirment que leur système est même capable d'identifier une personne portant une cagoule. C'est en partie vrai, mais il y a une nuance. En effet, le système n'est capable d'identifier une personne portant une cagoule que si la personne a déjà été identifiée auparavant, ce qui signifie que les données figurent déjà dans la base de données du système. Cela signifie que si la personne n'a jamais été exposée à ce système, celui-ci n'est pas en mesure de l'identifier. Voici un autre exemple. Nous prenons une personne, nous lui mettons un pot sur la tête et le système chinois ne sera pas en mesure de l'identifier. Ou bien nous mettons un sac sur notre corps et le système chinois ne pourra pas non plus nous identifier. Le prototype du système de l'œil de Dieu dont nous faisons la démonstration est complètement différent de tous les systèmes existants. Il fonctionne selon des principes physiques complètement différents. Il n'utilise pas l'anthropométrie humaine pour identifier une personne, mais l'empreinte des neurones du cerveau et ce signal est unique. Il est aussi unique que nos empreintes digitales, notre rétine ou notre ADN. Il ne peut pas être modifié, il ne peut pas être isolé. Nous l'avons prouvé par un certain nombre d'expériences. Le prototype que nous vous présentons aujourd'hui fonctionne en fait dans un certain rayon d'action.
À l'horizontale, l'angle de balayage est de 135 degrés. À la verticale, il est de 10 degrés. La profondeur de balayage est de 150 km. Ces chiffres sont confirmés expérimentalement. Le balayage, ou plutôt le résultat du balayage, ne dépend pas du tout du paysage. Regardez l'écran. Les points blancs que vous voyez sont des personnes qui se trouvent dans le cône de balayage de notre prototype. Permettez-moi de vous rappeler que nous sommes en Suisse et que ce n'est pas un pays les plus densément peuplés de la planète et que nous avons des montagnes derrière nous, de sorte que la densité de la population ici est assez faible. Par conséquent, si nous devions organiser cette présentation quelque part, disons à Tokyo ou par exemple à Pékin, le résultat serait bien sûr complètement différent. Par ailleurs, je pense que vous avez remarqué la linéarité de la réflexion du signal, qui est simplement le résultat du fonctionnement en éventail vertical du prototype. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre prototype est unidirectionnel et unilinéaire. En d'autres termes, il y a un balayage vertical constant. C'est la raison pour laquelle il y a un délai de 0,3 secondes. Naturellement, la machine définitive sera dépourvue de cette imperfection, ce qui signifie que son champ d'action et sa fonctionnalité seront beaucoup plus puissantes et beaucoup plus étendues. Ainsi, lorsque le développement sera achevé, le système sera non seulement capable d'identifier toutes les personnes vivantes sur la planète, mais aussi de déterminer en temps réel l'emplacement d'une personne n'importe où sur la planète, qu'elle soit à la surface, à n'importe quelle altitude en dessus de la surface de la planète, qu'elle soit sous la terre, sous l'eau, rien ne limitera l'œil de Dieu. Eh bien, établissons les parallèles que nous avons déjà évoqués. Par exemple, on peut prendre une personne qui mettra un pot sur la tête, et l'œil de Dieu la verra et l'identifiera. Nous pouvons mettre un sac sur une personne, et l'œil de Dieu la verra et l'identifiera. Nous pouvons même prendre une personne, lui faire subir une chirurgie plastique et changer complètement son apparence, ou nous pouvons même, pardonnez-moi, faire une chirurgie pour changer son sexe. Toujours est-il que rien ne confondra l'œil de Dieu. Il reconnaîtra précisément la personne en vérifiant sa véritable identité. En ce qui concerne le travail de notre prototype et le fait que sa fonctionnalité soit un peu plus restreinte que celle de la future machine, nous pouvons néanmoins le placer au centre d'une grande ville, disons Abu Dhabi par exemple. Ainsi, en étant au centre d'Abu Dhabi, ce prototype sera non seulement capable d'identifier tous les résidents et visiteurs de la capitale des Émirats arabes unis, mais il contrôlera également le territoire dans un rayon de 150 km. Cela signifie qu'il couvrira également les villes telles que Dubaï et Sharjah. Si nous parlons de l'avenir d'un dispositif opérationnel, il devra fonctionner, ou disons, il pourra fonctionner, avec les systèmes satellitaires existants. Tels que GLONASS GPS Galileo ou Beidou 3, que nous avons déjà mentionnés. En même temps, il peut être combiné avec toutes les bases de données existantes et avec tous les systèmes de vidéosurveillance. Ainsi, le système permettra non seulement d'identifier une personne et de déterminer sa localisation, mais aussi d'enregistrer en permanence un fichier de données sur chaque personne. Nous attirons également votre attention sur l'écran. Vous pouvez maintenant voir comment le système fonctionne lorsqu'il est connecté à la vidéosurveillance. Et voici comment il fonctionne sans y être connecté. Voici une information intéressante. Pour ceux qui réfléchissent, notre prototype consomme 2,8 volts lorsqu'il reçoit un signal.
il n'a besoin que de 1,2 volts pour envoyer un signal. Pensez-y. 1,2 volts qui peut changer le monde. Santé et soins médicaux. Vajra offre une formidable possibilité pour préserver notre santé. Par exemple, une personne ne peut pas se rendre compte qu'elle souffre d'une angine de poitrine avant l'infarctus, alors que Vajra peut déjà la détecter grâce à son rayonnement neuronal. Et l'aide d'urgence est déjà en route. L'anesthésie lors des opérations chirurgicales ne sera plus nécessaire, pas plus que les analgésiques. Vajra sera capable d'anesthésier une personne pour n'importe quelle durée, quelle que soit la complexité de l'opération. Les analgésiques médicamenteux ont toujours un effet négatif sur l'organisme, mais grâce à Vajra, tout sera résolu en un seul clic, sans effet secondaire, grâce à l'impact ciblé sur le groupe neuronal. En substance, l'œil de Dieu et Vajra représentent un nouveau niveau de soins pour la sécurité et la santé humaine. Certaines personnes peuvent voir des préoccupations telles que « qu'en est-il de la vie privée ?» Lorsque le voisin est absent et que quelqu'un rend visite à sa femme, cette technologie va-t-elle également enregistrer tout cela? La réponse est simple. Tout cela relève de votre vie privée. La technologie n'en est pas responsable. S'il y a de la violence, de la peur ou une menace pour la vie, cela ne relève pas de la sphère du fonctionnement de Vajra. Cette technologie ne surveille pas qui est venu rendre visite et pourquoi. Mais elle est obligée de surveiller le fait que vous êtes en état de pré-infarctus ou de pré-crise cardiaque. Oui, diront certains, tout le monde sera-t-il sous contrôle ou quoi? C'est maintenant, dans le format consumériste, que tout le monde est sous contrôle. Aujourd'hui, même notre propre fer à repasser nous surveille. Tous nos gadgets, smartphones, ordinateurs portables, tout cela est utilisé pour collecter autant d'informations que possible sur nous et nous contrôler, tirer profit de tout et obtenir le pouvoir sur nous. Alors que dans la société créatrice, vous êtes le pouvoir. Comme tout être humain, votre sécurité et votre vie sont la priorité absolue. La technologie de l'œil de Dieu est une garantie de votre sécurité et le plus important encore, c'est une garantie qu'en aucun cas le pouvoir appartenant à toute l'humanité ne sera usurpé par qui que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a pas de bête plus terrifiante sur la terre que l'être humain. Les requins tuent en moyenne 10 personnes par an, les crocodiles 1000 personnes par an et une seule personne est aujourd'hui capable de tuer des centaines de milliers de personnes par an. Aujourd'hui, les technologies de l'œil de Dieu et du Vajra permettront d'identifier même ceux qui se tiennent derrière les personnes qui donnent de tels ordres et d'éliminer toute la chaîne. L'œil de Dieu et les technologies Vajra dans la société créatrice sont la principale garantie que personne ne pourra imposer sa volonté aux gens. Le pouvoir sera jamais retiré à l'humanité, quelles que soient les circonstances. Si les technologies de l'œil de Dieu et de Vajra sont utilisées dans la société créatrice, où la vie humaine est la priorité absolue, elles serviront au bien des gens. Mais si ces mêmes technologies sont utilisées dans le cadre de la société de consommation, où la vie humaine ne vaut rien, elles conduiront inévitablement à un régime totalitaire mondial. Pourquoi? Parce qu'un État, une entreprise ou une personne qui possède cette technologie pourra, en appuyant sur un bouton ou même sur un ordre mental, donner l'ordre de détruire toutes les armées du monde, qu'il s'agisse d'un seul objet ou de milliards de personnes. Et le plus effrayant, c'est que personne ne pourra y résister, car les technologies fonctionnent avec des énergies qui ne peuvent pas être isolées. Il est tout simplement impossible de s'en cacher, tout comme il est impossible de déterminer d'où proviennent ces signaux. L'introduction d'une technologie dans le format consumériste n'est pas du tout souhaitable, car elle serait fatale pour tout le monde. Elle nous conduirait à un asservissement de toute la planète, où une personne ou un groupe de personnes dicterait sa volonté à tout le monde. Pourquoi avons-nous pris la décision d'annoncer ces technologies et notre hypothèse maintenant? Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, parce que nous avons compris qu'avec le temps, les phénomènes que nous avons rencontrés lors de nos expériences dans l'appareil pyramide, lorsque nous avons compris qu'en utilisant ces énergies, il était possible de recréer des technologies telles que le Vajra et l'œil de Dieu, nous avons réalisé toute la gravité de la situation. Au cours des premières étapes de nos expériences, un grand nombre de personnes ont été impliquées, de sorte que l'information a dépassé le groupe initial de participants et est devenue accessible pour beaucoup d'autres. Nous comprenons que ces connaissances présentent un grand intérêt et encouragent les gens à faire des recherches. D'après nos données, certains pays travaillent déjà dans cette direction aujourd'hui, ce qui signifie que tôt ou tard,
l'un d'entre eux possédera un tel dispositif. C'est pourquoi nous en parlons ouvertement aujourd'hui. Si maintenant, dans le format consumériste, ces technologies tombent dans les mains indésirables, ce sera extrêmement dangereux. La deuxième raison pour laquelle nous émettons cette hypothèse est que la tâche la plus importante de l'humanité aujourd'hui est de survivre au cycle des catastrophes climatiques. Le Cerbère climatique n'utilise pas Internet et même Vajra et l'œil de Dieu ne peuvent pas l'arrêter. Aujourd'hui, le noyau de la Terre est affecté par une action venant de l'espace qui provoque des cataclysmes tous les 12 000 ans. L'hypothèse proposée nous donne l'occasion de comprendre quel type d'énergie affecte le noyau et quels sont les principes de son impact. En étudiant cette énergie au niveau supraquantique, l'humanité pourra non seulement neutraliser son impact négatif sur notre planète, mais aussi l'utiliser comme source d'énergie supplémentaire au profit de l'humanité. Cet objectif ne peut être atteint que si les meilleurs scientifiques du monde s'unissent leurs efforts et se concentrent précisément sur la résolution de ce problème. Cela n'est pas possible que dans le cadre d'une société créatrice. Pour que cela devienne notre réalité, nous devons, en tant qu'humanité, demander à changer le format consumériste en format créateur. Cela nécessite la participation active de chaque membre de la société. Je voudrais m'adresser aux représentants du monde scientifique. L'hypothèse que vous venez d'entendre n'est qu'une information pour les gens ordinaires. Mais vous, c'est une vraie chance de sauver l'humanité.